Maman est encore là. Les pompiers ont renoncé à sauver la PDG millionnaire jusqu'à ce que le technicien de surface célibataire. Prenez ces quelques secondes pour vous abonner à la chaîne, cela aide YouTube à comprendre que vous aimez ce type de contenu et à vous en recommander davantage. Passons à l'histoire. La fumée noire montait en spirale dense contre le ciel orangé du crépuscule. L'immeuble de bureau, symbole de pouvoir et d'ambition au cœur de la capitale financière, était dévoré par les flammes à une vitesse terrifiante. Les sirènes résonnaient dans les rues tandis que les employés couraient, paniqués, les toux désespérés et les cris emplissant l'air chargé de cendres. Mathieu Dubois observait la scène, le cœur battant la chamade. Son uniforme de technicien de surface gris était maculé de suie, ses yeux lui piquaient à cause de la fumée qui s'échappait déjà des fenêtres des étages inférieurs. Il connaissait chaque recoin de cet immeuble, chaque couloir, chaque escalier de secours, un savoir qu'aucun des cadres en costume de créateur ne s'était jamais soucié d'acquérir. Les gens continuaient à sortir par vagues désespérées. Des visages dont il nettoyait les bureaux, mais qui remarquaient rarement son existence. Tous égaux maintenant dans le désespoir, dans la vulnérabilité humaine qui émerge lorsque les couches de statut et de pouvoir sont arrachées. Quelque chose attira son attention dans la foule. Une petite fille aux boucles sombres, pas plus de 6 ans, portée par un pompier. Ses petits poings tapaient contre la poitrine de l'homme en uniforme, son visage rouge d'avoir tant pleuré. Mathieu l'a reconnue immédiatement, la fille de la PDG. Maman est encore à l'intérieur. Revenez. S'il vous plaît. Maman. Les cris de l'enfant déchiraient l'air comme des lames aiguisées. Les pompiers échangeaient des regards lourds. Le commandant de l'opération parlait à la radio, son expression se durcissant à chaque seconde. Structure compromise, effondrement imminent, avorté le sauvetage interne, périmètre de sécurité. Mathieu sentit quelque chose de glacial lui parcourir l'échine. La mère de la petite fille, Hélène Moreau, la PDG la plus jeune et la plus brillante du secteur technologique français, était prisonnière de cet enfer. Et les pompiers abandonnaient. Hélène Moreau avait commencé sa journée comme toutes les autres, réveil à 5h30, préparation du petit déjeuner pour Sophie tout en consultant ses emails sur sa tablette, arrangeant les boucles rebelles de sa fille tout en parlant à ses assistants via son oreillette. À 28 ans, elle était un prodige des affaires. Elle avait repris l'entreprise familiale après la mort tragique de ses parents 5 ans auparavant et l'avait transformée en un empire technologique valorisé à plusieurs milliards. Sa vie était une chorégraphie méticuleusement répétée, où chaque minute était optimisée, chaque interaction calculée, chaque décision mesurée. Ce que personne ne voyait, c'était les nuits où elle pleurait silencieusement dans la salle de bain après avoir manqué une autre représentation scolaire de sa fille, ou les moments où elle regardait des photos de ses parents, se demandant s'ils approuveraient ses choix. « Maman, j'ai oublié Monsieur Câlin dans ton bureau hier » dit Sophie ce matin-là, faisant référence à l'ours en peluche rose usé qu'elle portait depuis ses 3 ans. « Nous le chercherons aujourd'hui » promit Hélène, embrassant le sommet de la tête de sa fille. Après la réunion avec les investisseurs, on pourrait aller au cinéma. Qu'en penses-tu ? Les yeux de Sophie brillèrent. Il était rare d'avoir sa mère rien que pour elle pendant tout un après-midi. Ce qu'elles ignoraient toutes les deux, c'est que cette simple promesse changerait leur vie à jamais. Mathieu avait 29 ans et n'avait pas prévu d'être technicien de surface dans un immeuble de bureau. 6 ans auparavant, il avait d'autres rêves. Peut-être l'université, peut-être ouvrir sa propre affaire. Puis Manon l'avait quitté, enceinte d'un autre homme, mais abandonnant leur fille de 3 ans pour qu'il l'élève seule. Ainsi, ses rêves avaient été reportés. Le travail de technicien payait les factures à peine, mais il payait. Il avait des avantages et des horaires flexibles qui lui permettaient d'aller chercher Laura à la crèche associative. Ce matin-là, il avait remarqué la petite fille aux boucles sombres et la femme élégante dans le hall. Il les avait reconnus, bien sûr la PDG et sa fille. L'enfant avait laissé tomber un ours en peluche rose en se dirigeant vers l'ascenseur. Il l'avait ramassé, mais lorsqu'il l'avait appelé, les portes dorées se fermaient déjà. « Je vais le garder pour le rendre plus tard » murmura-t-il pour lui-même, posant soigneusement le jouet sur son chariot de nettoyage. Un petit geste de gentillesse qui ne semblait pas important à ce moment-là. Comment aurait-il pu savoir que cet ours serait le premier fil d'une tapisserie de destin entrelacée ? L'incendie se déclara à 18h47, au 12e étage. Un système électrique ancien, une installation au rabais réalisée avant qu'Hélène ne reprenne l'entreprise. Elle avait reporté la rénovation complète pendant des mois, analysant les devis, considérant le coût excessif par rapport à la nécessité. La première explosion se produisit alors qu'elle finalisait une vidéoconférence avec des investisseurs étrangers.
Sophie jouait dans la salle de loisirs pour enfants qu'Hélène avait fait aménager au 10e étage, une tentative de compenser les longues heures que la petite passait dans l'immeuble pendant que sa mère travaillait. Le système d'alarme se déclencha immédiatement. Par l'interphone, la voix du chef de la sécurité était urgente. « Madame Moreau, il y a un incendie. Nous évacuons l'immeuble. L'équipe est déjà partie chercher votre fille. » Hélène sentit le sang se glacer. « Je vais chercher Sophie moi-même. »« Madame, les protocoles de sécurité indiquent que vous devez... » Elle avait déjà raccroché, courant vers les escaliers. Rien au monde ne l'empêcherait d'atteindre sa fille. Les flammes se propageaient avec une voracité incroyable, alimentées par les matériaux synthétiques et les conduits de ventilation. Hélène courut dans le couloir du 10e étage, appelant sa fille. Elle la trouva escortée par l'une des éducatrices, déjà proche de l'escalier de secours. « Maman !» Sophie courut dans ses bras. « Nous allons sortir d'ici, mon amour, » murmura Hélène, essayant de garder sa voix calme tandis que son cœur battait de terreur. Elles descendirent 2 étages avant que la première poutre ne s'effondre. L'éducatrice continua devant, mais Hélène et Sophie se retrouvèrent bloquées de l'autre côté du couloir en flammes. « Par ici !» cria Hélène, se souvenant d'une route alternative. Elle connaissait chaque centimètre de cet immeuble, c'était son domaine, sa forteresse. Elle guida sa fille par un couloir latéral, mais la fumée devenait plus dense à chaque seconde. Sophie commença à tousser violemment. « Couvre ta bouche avec ça !» Hélène retira son blazer de soie, le mouillant avec de l'eau d'une fontaine toujours fonctionnelle. Elles rencontrèrent un autre groupe d'employés qui descendait. Un pompier les avait déjà rejoints. « Emmenez ma fille d'abord » supplia Hélène, tendant Sophie à l'homme. « Revenez me chercher après. »« Maman, non » cria Sophie, s'accrochant à elle. « Je serai juste derrière toi, princesse. » Hélène embrassa son front, essayant de ne pas montrer la peur qui la consumait. « Sois courageuse pour maman, d'accord ?» Le pompier acquiesça, plaçant Sophie sur ses épaules. « Je reviens dans 3 minutes. Restez exactement ici. » Hélène regarda sa fille disparaître dans la fumée, ressentant un mélange de soulagement et de terreur. Puis une explosion à l'étage supérieur secoua tout l'immeuble. Le couloir devant elle s'effondra complètement, bloquant toute voie de fuite. Une porte coupe-feu tomba, la séparant définitivement du chemin qu'avait pris le pompier. Elle était piégée. Dehors, le chaos s'intensifiait. Ambulance, camions de pompiers, équipe de sauvetage. Mathieu avait aidé à évacuer les employés des étages inférieurs, guidant les gens désorientés par la fumée vers les sorties de secours. Quand il sortit enfin à l'air libre, il vit la petite fille aux boucles sombres prise en charge par des urgentistes, un pompier expliquant la situation au commandant. « La mère est restée coincée, j'ai essayé de revenir, le couloir s'est complètement effondré, il n'y a aucun moyen d'accéder à cette aile. » Les yeux de la petite fille rencontrèrent les siens. Reconnaissance instantanée. « Vous êtes le monsieur de la propreté » dit-elle, entre 2 sanglots. « Ma maman est encore à l'intérieur. » Mathieu regarda l'immeuble. Des flammes jaillissaient des fenêtres des étages supérieurs. Il entendit la voix du commandant des pompiers, « Structure compromise. Risque d'effondrement total dans les minutes qui viennent. Avorter l'opération interne. » « Non » cria la petite fille, désespérée. « Maman est encore là. » Mathieu sentit quelque chose se briser en lui. Il connaissait cette douleur, celle d'un enfant craignant de perdre un parent. Sa propre fille avait ce même regard lorsqu'elle était malade et qu'il n'avait pas d'argent pour les bons médicaments, lorsqu'elle demandait sa mère qui ne revenait jamais, lorsqu'elle se réveillait en pleurant à cause de cauchemars. Sans réfléchir 2 fois, il sortit son téléphone et son portefeuille de sa poche, les tendant à un urgentiste. « S'il arrive quelque chose, ma fille s'appelle Laura Dubois. Elle habite avec ma mère rue des Marronniers, 237. » « Qu'est-ce que vous allez » commença l'homme, mais Mathieu courait déjà vers le bâtiment. « Et arrêtez » cria un pompier. « L'immeuble va s'effondrer. » Mathieu ne s'arrêta pas. Il connaissait cet immeuble comme sa poche. 6 ans à nettoyer chaque coin, à trouver des raccourcis, à découvrir des passages. S'il y avait quelqu'un qui pouvait naviguer dans ce labyrinthe en flammes, c'était lui. La dernière chose qu'il entendit avant de disparaître dans l'entrée en fumée fut la voix de la petite fille, « Sauvez ma maman, s'il vous plaît. » La fumée dense rendait la respiration presque impossible. Mathieu maintenait sa chemise mouillée contre son visage tout en montant par les escaliers service que seuls les employés de maintenance utilisaient.
Il évita l'escalier principal où il savait qu'il serait bloqué par les flammes. La chaleur était infernale, les murs brûlaient au toucher. Chaque instinct de survie lui criait de faire demi-tour. Mais l'image de cet enfant désespéré ne quittait pas son esprit. Il arriva au 9e étage et trouva les passages bloqués. Il passa par un conduit de maintenance étroit à un espace qu'il utilisait habituellement comme raccourci lorsqu'il devait effectuer des réparations entre les étages. Il émergeait à chaque nouveau niveau, appelant la PDG, seulement pour être accueilli par le rugissement des flammes. Au 10e étage, l'air était presque irrespirable. Ses poumons brûlaient, ses yeux pleuraient. Ce fut alors qu'il entendit un faible, presque imperceptible un gémissement venant de derrière une porte coupe-feu partiellement bloquée par des décombres. Avec une force née du désespoir, il poussa les débris. La porte céda. Là, tombée près d'une table renversée, se trouvait Hélène Moreau. Inconsciente, une blessure à la tête, mais respirant. Madame Moreau l'appela Théil, s'agenouillant à côté d'elle. « Je suis Mathieu, technicien de surface. Je suis venu vous sortir d'ici. » Ses yeux s'ouvrirent légèrement, flous. « Sophie, ma fille. Elle est en sécurité dehors. Elle attend sa mère. » Un léger sourire traversa son visage avant qu'elle ne perde à nouveau connaissance. Mathieu la souleva dans ses bras étonnamment légère pour quelqu'un dont les décisions déplaçaient des milliards quotidiennement. Il commença le chemin du retour, chaque pas une bataille contre le temps et les flammes. L'immeuble gémissait autour d'eux, les structures cédaient, les vitres explosaient sous la chaleur. Il emprunta un chemin alternatif à un passage de maintenance qui menait directement au parking souterrain. Il descendit des escaliers sombres, guidé uniquement par la mémoire et la détermination. Quand il atteignit enfin le niveau du parking, ses forces l'abandonnaient presque. L'air y était moins toxique, mais l'effort et l'inhalation de fumée réclamaient leur dû. Ses jambes tremblaient, sa vision s'obscurcissait sur les bords. « Juste un peu plus » murmura-t-il à la figure inconsciente dans ses bras. « Je ne laisserai pas cette petite fille perdre sa mère. Je ne le ferai pas. » La dernière porte métallique semblait peser des tonnes. Il poussa avec son épaule. Sentant sa peau brûler au contact du métal surchauffé. Et puis l'air frais. Sirène. Voix criant. Il chancela vers l'extérieur, tombant à genoux, tenant toujours Hélène fermement contre sa poitrine. Les urgentistes coururent vers lui. La foule explosa en applaudissements et en cris. « Maman !» La voix de la petite Sophie déchira le chaos. Mathieu sentit de petites mains tirer son uniforme roussi. « Vous avez sauvé ma maman. Vous avez sauvé ma maman. » Tandis que les urgentistes prenaient Hélène de ses bras et que d'autres l'aidaient à s'allonger sur une civière, ses yeux rencontrèrent ceux de la petite fille. Il sourit faiblement. « J'avais promis, non ?» Puis l'obscurité l'enveloppa. Laissez un emoji de flamme dans les commentaires si vous avez déjà eu peur de perdre quelqu'un que vous aimez. Les moniteurs cardiaques émettaient des bips rythmiques et constants. L'odeur d'antiseptique imprégnait l'air. Hélène Moreau ouvrit lentement les yeux, clignant des paupières contre la lumière fluorescente du plafond de l'hôpital. Sa gorge lui brûlait, ses poumons lui faisaient mal à chaque respiration. Elle essaya de s'asseoir, seulement pour ressentir une douleur lancinante dans le bras droit. « Calmez-vous, Madame Moreau. Ne bougez pas trop. » Une infirmière apparut à ses côtés, ajustant le goutte à goutte. Sophie réussit à dire Hélène, sa voix rauque. « Ma fille. Elle va parfaitement bien. Elle n'a même pas eu besoin d'être hospitalisée. Votre mère est venue la chercher il y a quelques heures. » Le soulagement inonda sa poitrine comme une vague chaude. « Depuis combien de temps suis-je ici ? » Presque 20 heures. Vous avez eu une intoxication grave par la fumée et des brûlures au second degré sur le bras et le dos. Les souvenirs commencèrent à revenir, le feu, la fumée suffocante, donner Sophie aux pompiers, l'explosion, être piégée. Comment suis-je sorti de là ? Le pompier est revenu me chercher ? L'infirmière ajusta les oreillers. Ce n'était pas un pompier. C'était un des employés de votre immeuble. Le technicien de surface, d'après ce que j'ai compris. Hélène fronça les sourcils. Technicien de surface ? Oui. Il est entré dans l'immeuble alors que tout le monde avait abandonné. Les pompiers ont dit que c'était un miracle. Il connaissait des chemins que personne d'autre ne connaissait. Il vous a trouvé et a réussi à sortir par une route alternative quelques minutes avant l'effondrement partiel. Il va bien ? Intoxication par la fumée, quelques brûlures aux mains et aux bras.
Rien d'aussi grave que vous. Il devrait sortir aujourd'hui. Hélène ferma les yeux, essayant de visualiser le visage de cet homme. Un technicien de surface. Quelqu'un qui passait probablement devant elle tous les jours sans qu'elle l'ait jamais vraiment remarqué. Quel est son nom? Mathieu Dubois. Le nom n'éveilla aucun souvenir, aucun visage dans son esprit. 6 ans à diriger cette entreprise, et elle ne parvenait pas à se souvenir de l'homme qui avait risqué sa propre vie pour la sauver. J'aimerais le voir. Le remercier. Dès que vous serez plus forte, promit l'infirmière. Maintenant, vous avez besoin de repos. 3 jours plus tard, Hélène fut transférée dans une suite privée d'une clinique de luxe. Sophie s'y était pratiquement installée, dormant à côté de sa mère, refusant de s'éloigner plus de quelques minutes. « Quand pourras-tu rentrer à la maison, maman » demanda la petite, blottie contre le côté non blessé d'Hélène. « Bientôt, mon amour. Les médecins veulent juste s'assurer que mes poumons sont complètement propres. » Elle embrassa le sommet de la tête de sa fille. « Tu as été si courageuse. »« Je suis courageuse comme le monsieur qui t'a sauvée, » dit Sophie avec conviction. Il était si blessé, mais il m'a quand même souri. Hélène sentit une pointe de honte. Elle n'avait toujours pas remercié personnellement l'homme qui lui avait sauvé la vie. Cet après-midi-là, lorsque Sophie sortit avec sa grand-mère pour chercher des vêtements propres, Hélène appela son assistante personnelle. « Isabelle, j'ai besoin que vous trouviez Mathieu Dubois, le technicien qui m'a sauvé. Organisez une réunion dans mon bureau temporaire dès que je serai sortie. »« Je m'en suis déjà occupée, Madame Moreau, » répondit Isabelle. « Il sort aujourd'hui et a accepté de vous voir la semaine prochaine. » Excellent. Préparez également les documents pour un virement de 500 000 €, un appartement au Clos des Mimosas, et une proposition pour un poste de cadre au sein de l'entreprise. Immédiatement, madame. Hélène raccrocha, se sentant satisfaite. C'était une récompense adéquate, généreuse, mais proportionnelle au service rendu. Elle s'attendait à ce que le technicien soit heureux, peut-être choqué par sa bonne fortune. C'était le moins qu'elle pouvait faire pour l'homme qui avait tout risqué pour elle. Elle ne pouvait pas imaginer qu'elle était sur le point d'affronter la première personne depuis des années qui la ferait remettre en question sa vision du monde. Une semaine plus tard, Hélène revint à un bureau improvisé dans un autre immeuble de l'entreprise. Vêtue d'un tailleur élégant qui dissimulait ses pansements, un maquillage soigné masquant sa pâleur, elle ressemblait presque à la puissante dirigeante qu'elle était toujours. Presque. Quelque chose avait changé dans ses yeux bruns, une vulnérabilité nouvelle que Sophie avait immédiatement remarquée. « Tu as l'air triste », maman avait commenté la petite ce matin-là. « Je ne suis pas triste, chérie. Je réfléchis beaucoup, c'est tout. » La vérité était qu'Hélène ne pouvait pas s'empêcher de revivre ces moments, la certitude absolue qu'elle allait mourir, le désespoir d'imaginer Sophie grandir sans elle. Quelque chose de fondamental avait changé en elle, mais elle ne savait pas encore quoi exactement. À 14 h, Isabelle annonça par l'interphone « Monsieur Dubois est là pour vous voir. Faites-le entrer. » La porte s'ouvrit, et il entra, hésitant. Hélène s'attendait à voir un homme plus âgé, peut-être chauve, ventru, ou le stéréotype que son cerveau privilégié avait créé pour la fonction de technicien de surface. Au lieu de cela, elle vit un homme jeune, pas plus de 30 ans, avec des cheveux courts et sombres, des yeux profondément bruns, et une posture mêlant dignité et malaise. Ses mains, où elle le remarqua immédiatement, étaient bandées. D'Emma. Ines qui l'avait porté à travers le feu. Elle se leva, tendant la main. « Monsieur Dubois. Je ne saurais exprimer adéquatement ma gratitude pour ce que vous avez fait. » Il lui serra la main brièvement, un léger tremblement trahissant sa nervosité. « N'importe qui aurait fait la même chose, Madame Moreau. Nous savons tous les deux que ce n'est pas vrai. Tout le monde s'est enfui. Les pompiers eux-mêmes ont déclaré le sauvetage impossible. Vous avez été le seul à revenir. » Il détourna le regard, visiblement mal à l'aise avec l'éloge. « Je vous en prie, asseyez-vous, » dit-elle, indiquant la chaise devant son bureau. Mathieu s'assit au bord de la chaise, comme s'il était prêt à se lever à tout moment. Hélène remarqua qu'il portait la seule tenue formelle qu'il possédait, probablement un pantalon de ville légèrement délavé, une chemise blanche simple, des chaussures usées mais impeccablement propres. « J'ai passé la semaine à réfléchir à la meilleure façon de vous remercier pour ce que vous avez fait. Pour avoir sauvé ma vie. Pour avoir fait en sorte que ma fille ait toujours une mère. » Elle poussa un élégant dossier dans sa direction. « Voici mes propositions. » Mathieu ouvrit lentement le dossier,
ses yeux parcourant les documents. Hélène observa ses expressions avec intérêt. Elle s'attendait à voir de la joie, peut-être du choc, de la gratitude. Au lieu de cela, elle vit quelque chose qui ressemblait presque à de la déception. 500 000 euros, murmura-t-il. Un appartement au Clos des Mimosas. Et un poste de cadre. Il referma doucement le dossier. Madame Moreau, je ne peux pas accepter. Hélène cligna des yeux, perplexe. Personne ne refusait ses offres. Jamais. Pardon ? Je n'ai pas fait ce que j'ai fait en attendant une récompense, dit-il simplement. Je n'accepterai pas d'argent pour avoir fait ce que tout être humain décent ferait. Monsieur Dubois, je comprends votre fierté, mais ce n'est pas de la fierté, l'interrompit-il, puis il sembla réaliser qu'il avait coupé la parole à la PDG et rougit légèrement. Excusez-moi. Mais ce n'est pas de la fierté. C'est un principe. J'ai vu un enfant pleurer pour sa mère. J'ai une fille aussi. Je sais ce que cela signifie pour un enfant de perdre l'un de ses parents. Hélène se cala dans son fauteuil, sincèrement intriguée. Vous avez une fille ? Laura. 5 ans. Alors vous comprenez ma nécessité de vous remercier adéquatement. Pour Sophie. Mathieu prit une profonde inspiration. Ce que je comprends, c'est qu'il n'y a pas de valeur monétaire pour ce qui s'est passé dans cet immeuble. Ce n'était pas une transaction commerciale. Que puis-je faire alors ? Il doit y avoir quelque chose que vous désirez, quelque chose que je puisse vous offrir pour améliorer votre vie ou celle de votre fille. Il hésita un instant. Il y a une chose, en fait. Nommez-la. Réparez le système électrique de toutes vos propriétés. Ses yeux rencontrèrent les siens avec une intensité surprenante. Pas seulement cet immeuble. Tous. Parce que d'autres pères et mères travaillent dans ces lieux, et d'autres enfants attendent qu'ils rentrent à la maison le soir. Hélène se sentit comme giflée. 6 ans à gérer cette entreprise, et elle n'avait jamais pensé aux vies humaines derrière les chiffres, les coûts, les reports de maintenance. Considérez que c'est fait, dit-elle doucement. Nous commencerons immédiatement. Mathieu hocha la tête, se levant. Alors nous sommes quittes, Madame Moreau. Alors qu'il atteignait la porte, Hélène ne put s'empêcher de demander « Pourquoi ?» Il se retourna. « Pourquoi quoi ? Pourquoi êtes-vous entré dans cet immeuble ? Vous ne me connaissiez même pas. Je ne vous avais probablement jamais adressé la parole. » Un petit sourire effleura ses lèvres. « Votre fille m'a reconnu comme le monsieur de la propreté. C'était suffisant pour moi. » Et puis il sortit, laissant Hélène avec l'étrange sensation que, bien qu'ayant survécu à l'incendie, quelque chose en elle avait été fondamentalement altéré par les flammes. 2 semaines s'écoulèrent. Hélène se plongea dans le travail de reconstruction, supervisant personnellement les inspections de sécurité de toutes les propriétés de l'entreprise. Chaque rapport de systèmes obsolètes lui donnait une pointe de culpabilité ô combien de vies avaient été en danger à cause de décisions de réduction des coûts qui semblaient raisonnables sur un tableur. Quelque chose la dérangeait cependant. Le refus de Mathieu restait comme un caillou dans sa chaussure. Jamais auparavant quelqu'un n'avait refusé sa générosité ou non pas qu'elle fût particulièrement généreuse, mais parce que son argent et son pouvoir réduisaient généralement au silence toute objection. Par un après-midi pluvieux, assise dans son bureau temporaire à réviser des contrats, elle prit une décision. Elle décrocha le téléphone. Isabelle, trouvez où habite Mathieu Dubois et préparez une enveloppe avec ce document. Elle envoya un fichier par email. Je veux qu'elle soit livrée personnellement aujourd'hui. À l'intérieur de l'enveloppe, un chèque substantiel et une lettre écrite à la main. Mathieu. Je sais que vous avez refusé de l'aide pour vous-même. Je respecte cela plus que vous ne l'imaginez. Mais votre fille mérite un avenir meilleur. S'il vous plaît, utilisez ceci pour son éducation. Ce n'est pas un paiement. C'est la gratitude d'une mère à un père. Hélène Moreau. 3 jours plus tard, une simple enveloppe arriva sur son bureau. À l'intérieur, un billet écrit d'une main soignée. Madame Moreau. Merci pour la générosité. Je considérerai attentivement votre offre en ne pensant qu'à l'avenir de Laura. Respectueusement. Mathieu Dubois. Ce n'était ni une acceptation, ni un refus. Hélène sourit légèrement. Cet homme continuait de la surprendre. Mathieu observait sa fille dormir, sa poitrine montant et descendant dans une respiration tranquille. Le chèque d'Hélène Moreau restait dans le tiroir de la cuisine, intact. Chaque nuit,
Après que Laura se fut endormie, il le sortait, regardait les chiffres des chiffres qui changeraient tout. La crèche précaire où il la laissait pourrait être remplacée par une école de qualité. Le traitement de l'asthme chronique de la petite ne dépendrait plus du système public avec ses files d'attente interminables. Mais quelque chose l'empêchait d'en caisser le chèque. Une fierté têtue, peut-être. Ou la peur qu'en acceptant, il mette d'une certaine manière un prix sur son acte. Le 23e jour après l'incendie, Laura fit une crise d'asthme sévère. La pire depuis des mois. Le médicament d'urgence qu'il gardait à la maison n'était pas suffisant. Ils coururent aux urgences à 3 heures du matin. Des heures d'attente. Nébulisation après nébulisation. La vue de sa fille luttant pour respirer lui brûlait l'âme plus que n'importe quel feu réel. Quand ils furent finalement libérés, le médecin l'appela en privé. Monsieur Dubois, Laura a besoin d'un traitement plus agressif. Il y a un spécialiste, mais c'est privé. Je sais que c'est difficile, mais envisagez de prendre une meilleure mutuelle ou... Le médecin ne termina pas la phrase, mais le message était clair, trouvez de l'argent ou votre fille continuera de souffrir. Cette nuit-là, après avoir couché Laura, Mathieu prit le chèque. Il le regarda longuement. Puis il prit son carnet d'épargne et écrivit une entrée. Près de Madame Moreau, à rembourser intégralement. Le lendemain, il déposa le chèque. Hélène Moreau avait de nombreux talents qui l'avaient menée au sommet du monde de l'entreprise avant 30 ans, mais le plus précieux était peut-être sa capacité d'observation. Dans les semaines suivantes, elle commença à remarquer des choses sur Mathieu Dubois qu'elle n'aurait jamais perçues auparavant. Comment il arrivait toujours à 5 heures du matin, bien avant les autres employés, et était souvent le dernier à partir. Comment il s'arrêtait pour aider n'importe qui au tenant des portes, portant des paquets lourds, offrant des indications aux visiteurs perdus. Comment il connaissait par leur nom chaque employé de nettoyage, de sécurité et de maintenance des personnes que les cadres traitaient comme du mobilier. Comment, pendant sa pause déjeuner, il appelait toujours quelqu'un à sa fille, supposait-elle, et son visage s'illuminait d'un sourire qui transformait complètement ses traits. Un mois après l'incendie, sortant tard du bureau, Hélène le vit sur le parking, luttant avec une vieille voiture qui refusait de démarrer. La pluie tombait sans pitié. Elle hésita un instant, puis conduisit son Audi jusqu'à lui et baissa la vitre. Problème avec la voiture, Monsieur Dubois. Il sembla surpris en reconnaissant la voix. Madame Moreau. Oui, je crois que la batterie est morte. Je peux vous déposer. Il hésita visiblement. Je ne veux pas déranger. Ce n'est pas un dérangement. C'est le moins que je puisse faire. La pluie s'intensifia, comme pour souligner l'argument. À contre-cœur, il accepta. Dans le confort de la voiture luxueuse, un silence étrange s'installa. Hélène se sentait rarement mal à l'aise où elle dirigeait des salles de réunion avec des dizaines de dirigeants, négociait avec des investisseurs milliardaires. Mais quelque chose chez cet homme simple la déconcertait. Où allons-nous ? Demanda-t-elle finalement. Il donna une adresse à la périphérie de la ville, un quartier simple, populaire, honnête. Tandis qu'il traversait la ville, le paysage changea progressivement, les gratte-ciels cédant la place à des constructions plus basses, les boutiques de luxe remplacées par des supérettes de quartier et des pharmacies populaires. « Votre fille va mieux ?» demanda-t-elle, brisant le silence. Mathieu sembla surpris qu'elle le sache. « Oui, elle a commencé un nouveau traitement pour l'asthme. » « Je suis heureuse de l'entendre. » Plus de silence. Puis, étonnamment, il parla. « C'est difficile, vous savez ? Être père célibataire. Vouloir lui offrir le monde, mais avoir parfois du mal à payer le loyer. » Hélène acquiesça. « Je comprends. Sophie et moi, nous sommes seuls aussi. » Il la regarda, sincèrement surpris. « Je pensais que, enfin, quelqu'un comme vous. Quelqu'un comme moi. » Il y avait une pointe de défi dans sa voix. « Réussi, belle ?» Il rougit légèrement. « Excusez-moi, je n'ai pas voulu être impertinent. » Hélène sourit, s'adoucissant. « Vous ne l'avez pas été. Et merci. Mais oui, il n'y a que nous deux. Le père de Sophie a choisi une carrière internationale au lieu d'une famille. Cela fait 3 ans qu'il est sorti de nos vies. Je suis désolé. Ne le soyez pas. Il a fait son choix. Tout comme la mère de votre fille, je suppose ? » Mathieu hocha la tête. Laura avait 3 ans quand Manon nous a quittés. Elle était enceinte d'un autre homme. Sa voix se brisa légèrement. Mais nous nous en sortons.
Ma mère aide quand elle peut. Cela doit être difficile d'équilibrer travail et éducation. Le plus dur, c'est de manquer des moments importants, dit-il doucement. Les représentations scolaires, les rendez-vous médicaux que je dois reporter, les nuits où j'arrive si tard qu'elle dort déjà. Hélène sentit un nœud dans la gorge. Je connais bien cette sensation. Pendant un instant, leurs regards se croisèrent, deux personnes issues de mondes complètement différents, connectées par l'expérience universelle de la monoparentalité. C'est ici, il indiqua un petit ensemble d'immeubles modestes mais bien entretenus. Elle se gara. La pluie avait diminué pour devenir une légère bruine. Merci pour la course, Madame Moreau. Hélène la corrigea-t-elle doucement. Après tout ce qui s'est passé, je pense que vous pouvez m'appeler par mon prénom. Il sourit. Mathieu, alors. Bonne nuit, Mathieu. Alors qu'il descendait de la voiture et courait vers l'immeuble, Hélène remarqua quelque chose d'étrange où elle ne voulait pas que cette conversation se termine. Il y avait quelque chose de réconfortant à parler à quelqu'un qui comprenait ses difficultés, même si c'était d'une perspective si différente de la sienne. En rentrant chez elle, elle pensa que peut-être, juste peut-être, l'incendie lui avait donné plus qu'une seconde chance de vivre. Peut-être lui avait-il donné une chance de vraiment commencer à vivre. Si vous aussi vous croyez qu'il faut parfois tout perdre pour découvrir ce qui compte vraiment, écrivez oui dans les commentaires. Dans les semaines suivantes, quelque chose d'étrange commença à se produire. Hélène Moreau, la PDG qui déjeunait normalement dans son bureau en participant à des conférences virtuelles, se mit à fréquenter la petite cafétéria de l'immeuble. Coïncidence, toujours à la même heure que Mathieu faisait sa pause. La paix. Première fois semblait être le fruit du hasard où elle dans la file, lui sortant avec son simple sandwich. Un signe de reconnaissance, rien de plus. La deuxième fois, elle demanda si elle pouvait s'asseoir à la même table. Toutes les autres places sont occupées, expliqua-t-elle, bien qu'il y eût clairement des tables vides. Il acquiesça, mal à l'aise, la regardant ouvrir une salade gourmande qui contrastait avec son sandwich au thon. « Comment va Laura » demanda-t-elle. « Mieux. Le nouveau traitement fait une différence. » Il hésita. « Et Sophie ? Elle fait des cauchemars à propos de l'incendie, admit Hélène. Le thérapeute dit que c'est normal. Cela prendra du temps. Des conversations brèves, prudentes, mais quelque chose était en train de changer. La distance entre leurs mondes diminuait un peu à chaque rencontre. La troisième semaine, Hélène l'interrogea sur le nouveau système de sécurité en cours d'installation. Mathieu mentionna de petits ajustements que les techniciens ignoraient. Elle nota chaque détail, impressionnée par ses connaissances pratiques. Le mois suivant, Mathieu osa s'enquérir des difficultés d'être une femme dans un environnement d'entreprise dominé par les hommes. Hélène, surprise par la question sincère, se confia sur des luttes qu'elle partageait rarement. Les conversations devinrent un rituel non déclaré. 30 minutes, 3 fois par semaine, où PDG et techniciens de surface étaient simplement deux personnes partageant des expériences, des préoccupations, de petites victoires. Les employés le remarquèrent, bien sûr. Des murmures couraient dans les couloirs. Mais Hélène les ignorait avec la même facilité qu'elle ignorait les critiques sexistes lors des réunions du conseil. Puis, 3 mois après l'incendie, tout changea à nouveau. Mathieu n'apparut pas pour le déjeuner. Ni le lendemain. Le troisième jour, inquiète, Hélène demanda à Isabelle d'enquêter discrètement. La réponse vint rapidement, il a demandé un congé maladie d'urgence, Madame Moreau. Quelque chose concernant sa fille. Le cœur d'Hélène se serra. Sans réfléchir 2 fois, elle annula ses réunions de l'après-midi et se dirigea vers l'adresse qu'elle se souvenait de la nuit pluvieuse. L'hôpital pour enfants Saint-Luc se trouvait à 30 minutes du centre. Hélène trouva Mathieu dans la salle d'attente, le visage marqué par la fatigue et la peur. « Mathieu ?» Il leva les yeux, surpris. « Hélène ? Comment ? Isabelle a découvert que vous étiez en congé maladie. J'étais inquiète. » Elle s'assit à côté de lui. « Que s'est-il passé ? » Laura. Sa voix se brisa. Son cœur. Ils ont trouvé un défaut congénital lors d'examens de routine. Elle a besoin d'une opération. Mon Dieu. Quand ? Le plus vite possible. Mais... Il se frotta le visage de mains tremblantes. La mutuelle que j'ai souscrite ne couvre pas entièrement. J'essaie de faire des emprunts, de vendre la voiture, peut-être un deuxième emploi. Hélène posa sa main sur la sienne,
interrompant le flux désespéré de paroles. Quel est le montant? Hélène, non. Ce n'est pas pour ça que je vous l'ai dit. Je sais cela. Quel est le montant? Il mentionna une somme qui, pour elle, équivalait à un dîner d'affaires. Pour lui, elle représentait des années de travail. Je vais m'en occuper, dit-elle simplement. Je ne peux pas accepter. Vous avez déjà trop fait. Je ne vous l'offre pas à vous. Ses yeux rencontrèrent les siens. Je l'offre à Laura. Une enfant a sauvé ma fille en signalant que j'étais toujours dans l'immeuble. Maintenant, c'est à mon tour d'aider la vôtre. Avant qu'il ne puisse protester à nouveau, elle se leva. Je vais parler à l'administration de l'hôpital. Nous parlerons après. 2 heures plus tard, elle revint. C'est fait. L'opération est prévue pour jeudi. Les meilleurs spécialistes. Mathieu secoua la tête, les larmes aux yeux. Pourquoi? Pourquoi vous souciez-vous tant? Hélène s'assit à nouveau, sa posture professionnelle. S'adoucissant. Parce que vous m'avez montré quelque chose que j'avais oublié, Mathieu. Qu'il y a plus dans la vie que des bilans financiers et des acquisitions. Vous m'avez rappelé ce que c'est que d'être humain. À ce moment, quelque chose changea entre eux, un mur invisible s'écroula complètement. Merci, murmura-t-il, sa main rencontrant la sienne. Hélène entrelaça ses doigts dans les siens, ressentant une connexion qui transcendait la classe sociale, l'éducation, le pouvoir. Maintenant, allons voir votre fille. Je veux la rencontrer. L'opération de Laura fut un succès. Hélène était présente à l'hôpital pendant toute la procédure, travaillant à distance depuis son ordinateur portable, s'assurant que Mathieu avait tout ce dont il avait besoin, au café, nourriture, une épaule pour pleurer lorsque l'anxiété devenait insupportable. Lorsque les visites furent enfin autorisées, Hélène resta respectueusement en retrait, mais Mathieu l'appela. « Laura, je veux te présenter quelqu'un de très spécial. » C'est Hélène. La petite fille aux cheveux bruns et aux yeux énormes la regarda curieusement depuis le lit. « Vous êtes belle, déclara-t-elle avec l'honnêteté brutale des enfants. Hélène sourit, émue. « Et tu es très courageuse. Comment te sens-tu? Le docteur a dit que mon cœur est réparé maintenant. Quelle merveille! Tu sais, j'ai une fille qui adorerait te rencontrer. » Laura s'illumina. « Vraiment? Quel âge a-t-elle? » 6 ans. Elle s'appelle Sophie. J'ai 5 ans et demi. Laura leva fièrement 5 doigts puis un demi-plié. On peut être amis. Mathieu observait l'interaction avec quelque chose de nouveau grandissant dans sa poitrine, au nom de la gratitude, non de l'admiration, mais quelque chose de plus profond et d'effrayant qu'il n'osait nommer. 2 semaines plus tard, lorsque Laura reçut son congé, Hélène suggéra « Pourquoi ne pas amener Sophie et moi pour un pique-nique au parc Monceau dimanche? L'air frais fera du bien à Laura, et les filles pourront enfin se rencontrer. » Le pique-nique fut le premier de nombreux rendez-vous casuels. Cinéma pour enfants un samedi pluvieux. Visite au zoo un après-midi ensoleillé. Glace après les consultations de suivi médical. Toujours les enfants comme point central, toujours l'excuse parfaite pour que 2 adultes venant de mondes complètement différents continuent de se rencontrer. Les filles devinrent amies inséparables, comme le FO. NT les enfants sans se soucier du statut social ou des différences économiques. Sophie, avec son vocabulaire précoce et ses manières raffinées, fascinait Laura. Laura, avec sa créativité sans limite et son rire contagieux, captivait Sophie. Et leurs parents, observant cette amitié s'épanouir, trouvaient de plus en plus difficile de maintenir les barrières que la société s'attendait à voir exister entre eux. 6 mois après l'incendie, le nouvel immeuble de bureaux de Moreau Technologies était prêt pour l'inauguration. Entièrement repensé avec les systèmes de sécurité les plus modernes, il représentait non seulement la reconstruction physique, mais la transformation de l'entreprise sous une nouvelle philosophie. La veille de la grande cérémonie, Hélène convoqua Mathieu à son bureau. Il arriva ponctuellement, remarquant que quelque chose semblait différent. Elle était plus formelle, plus distante. Mathieu le salua TL professionnellement. « Merci d'être venu. Un problème? » Non. Au contraire. Elle indiqua une chaise. « J'ai une proposition à vous faire. » Son cœur se serra. Retournait-il à la case départ? De l'argent encore? Hélène ouvrit un élégant dossier. « Nous lançons une nouvelle division dans l'entreprise, le département de la sécurité et du bien-être immobilier. Axé sur la garantie que tous nos immeubles soient non seulement sûrs,
mais des environnements qui favorisent la qualité de vie de nos employés. Elle poussa le dossier vers lui. Je voudrais vous offrir le poste de directeur. Mathieu cligna des yeux, confus. Mais je n'ai pas les qualifications. Je n'ai pas de diplôme universitaire, Vous avez 6 ans d'expérience pratique. Vous connaissez chaque centimètre de nos immeubles. Vous comprenez comment les systèmes fonctionnent réellement, pas seulement en théorie. Et plus important, elle marqua une pause, ses yeux rencontrant les siens, vous vous souciez des gens qui travaillent dans ces immeubles. De leur vie. De leur famille. Il prit le dossier avec hésitation, feuilletant les documents. Le salaire proposé était plus que ce qu'il n'aurait jamais rêvé de gagner. Pourquoi faites-vous cela? Je n'offre pas la charité, Mathieu. Je propose un partenariat qui bénéficiera à l'entreprise. Son expression s'adoucit. Et parce que vous méritez l'opportunité d'utiliser pleinement vos talents. Il referma le dossier. Puis-je y réfléchir? Bien sûr. Alors qu'il se levait pour partir, il se retourna à la porte. J'ai une condition que je voudrais proposer. Hélène sourit. Il y avait toujours une condition avec cet homme. Laquelle? Je veux créer un fonds d'éducation pour les enfants des employés de maintenance et de sécurité. Garantir que tous les enfants aient la même chance. Considérez que c'est approuvé, répondit-elle sans hésitation. Mathieu accepta le poste. 3 mois plus tard, le programme éducatif bénéficiait déjà à 17 enfants, y compris la fille de la femme qui servait le café lors des réunions du conseil ou une fille brillante qui rêvait d'être médecin. Lors de la cérémonie de lancement du programme, Hélène surprit tout le monde avec un discours ému. Il y a 9 mois, je pensais connaître la valeur de tout. Le coût de chaque décision, le prix de chaque minute de mon temps. Puis un incendie m'a montré que j'avais oublié de calculer le plus important, la valeur d'une vie humaine. Des vraies connexions. Des secondes chances. Ses yeux rencontrèrent ceux de Mathieu dans l'assistance. J'ai été sauvé 2 fois. D'abord des flammes, par un homme qui a tout risqué sans rien attendre en retour. Ensuite, de la froideur dans laquelle ma vie s'était transformée, par la leçon d'humanité qu'il m'a enseignée. Que nous comptons tous. Que les titres et les comptes bancaires ne définissent pas notre valeur. Qu'il faut parfois tout perdre pour découvrir ce qui compte vraiment. Lorsque l'événement se termina, Mathieu la rejoignit sur le parking. Le ciel étoilé du printemps brillait au-dessus d'eux. C'était un beau discours, dit-il doucement. C'était vrai, répondit-elle. Chaque mot. Un silence chargé de possibilités plana entre eux. Hélène, commença-t-il avec hésitation, je ne sais pas quand c'est arrivé, mais à un moment donné entre l'incendie et maintenant, je suis tombé amoureux de vous. De la vraie femme, pas de la PDG. De la mère qui s'inquiète des cauchemars de sa fille, de la personne qui pleure en regardant des films pour enfants. Elle sourit, des larmes menaçant de couler. Et je suis tombée amoureuse de l'homme qui m'a porté à travers le feu. Et tous les jours depuis, vous continuez de me montrer ce que signifie le courage réel non pas dans la grande héroïcité, mais dans les petits actes quotidiens de gentillesse. Leurs doigts trouvèrent les siens, s'entrelaçant. Que faisons-nous maintenant, demanda-t-il, sa voix n'étant qu'un murmure. Nous recommençons. Ensemble. Leur premier baiser eut lieu la même, sous les étoiles, avec le nouvel immeuble illuminé derrière eux au symbole de ce qu'ils avaient construit à partir des cendres d'une tragédie. 1 an plus tard, par un dimanche après-midi ensoleillé, 2 familles devenues une célébraient un anniversaire spécial. Dans le jardin de la nouvelle maison ni trop luxueuse ni trop modeste, un juste milieu parfait, Laura et Sophie couraient parmi les invités, inséparables comme elles l'avaient toujours été depuis leur première rencontre. Hélène observait la scène depuis la véranda, émerveillée par la transformation de sa vie. Elle sentit des bras forts l'entourer par derrière. « À quoi penses-tu » demanda Mathieu, embrassant son épaule. « Comme la vie est étrange » répondit-elle, se penchant contre lui. « Il y a 1 an, j'étais coincée dans un immeuble en flammes, certaine que j'allais mourir. Maintenant. Maintenant ?» Elle se tourna dans ses bras. « Maintenant, je suis plus vivante que je ne l'ai jamais été. » Il sourit, ce sourire qui faisait encore s'accélérer son cœur. « Je t'aime, Hélène Moreau. Et je t'aime, Mathieu Dubois. » De l'autre côté du jardin, Sophie appela « Maman. »« Papa. Venez voir ce qu'on a trouvé. »« Papa. » Le mot était encore nouveau, spécial. Mathieu n'avait jamais essayé de remplacer le père biologique de la petite,
mais il avait conquis son cœur avec la même patience et la même gentillesse qu'il avait conquise la mère. Sophie courut vers eux, tenant quelque chose dans ses mains. « Regardez ce que j'ai trouvé dans les cartons du grenier. » C'était un ours en peluche rose, usé mais propre, soigneusement conservé. « Monsieur Câlin, s'exclama Sophie. Tu as gardé ça tout ce temps, demanda Mathieu, surpris. Hélène sourit, prenant l'ours et le caressant doucement. Je garde tout ce qui est important. Toi y compris. Tandis qu'il regardait les filles courir vers leurs amis, Hélène réfléchit au chemin étrange qui les avait menées là. Un incendie dévastateur. Un acte de courage. Un refus inattendu. De petits moments qui, additionnés, avaient transformé deux vies brisées en une famille complète. Il ne s'agissait pas pour lui de devenir riche ou pour elle de devenir humble. Il s'agissait de deux mondes se rencontrant à mi-chemin, deux personnes blessées par le passé construisant un avenir où l'amour n'avait pas besoin de justification, juste de courage. Parce qu'en fin de compte, l'homme qui a couru dans les flammes n'a pas seulement sauvé une vie. Il a sauvé deux âmes perdues qui avaient besoin l'une de l'autre pour enfin se trouver. Si cette histoire a touché votre cœur, écrivez courage dans les commentaires et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir que les actes les plus héroïques ne viennent pas toujours de ceux que l'on attend.